Regardez-vous dans le miroir. Ce que vous voyez, ce que la société a autorisé à exister, vos sourires polis, vos phrases répétées, votre capacité à vous fondre dans le décor, c'est votre armure. Mais au fond, dans l'angle mort de votre reflet, au fond, il y a le monstre, l'anomalie, cette part de vous qui est trop pour le monde réel, trop de créativité, trop sensible, trop bizarre. L'huile Noceda n'a pas trouvé une porte vers un monde magique, elle a trouvé un asile. Les îles bouillantes ne sont pas une terre de contes et de fées, c'est le dépotoir de tout ce que la normalité a tenté d'effacer. Et si, finalement, l'exil était le seul endroit où l'on pouvait enfin être entier. Aujourd'hui, on ne va pas analyser un dessin animé, on va disséquer une autopsie, celle de notre propre besoin d'appartenir au prix de notre propre identité. Bienvenue dans l'analyse profonde de Lose Houseville. Pour comprendre le mal qui ronge les îles bouillantes, il faut d'abord retirer le masque. Oublier l'empereur divin, oublier la magie noire. Pour comprendre Bélos, il faut comprendre l'humain derrière. Il n'est pas un monstre né des ténèbres, c'est un homme né d'un monde sévère, le plus strict du XVIIe siècle. Son drame, il n'est pas un méchant qui veut détruire le monde, il est un héros qui est resté coincé dans une mission de l'humanité oubliée il y a 400 ans. Philippe ne déteste pas les sorciers parce qu'ils sont méchants, il les déteste parce qu'ils existent. Pour son esprit formaté par le fantasme de l'époque coloniale, le monde est binaire. Il y a les purs et les impurs, les divins et les démoniaques. En restant en vie grâce à la consommation de barbares de palissements, il n'a pas seulement prolongé son existence, il a congelé sa haine. Il est son acronisme vivant, un virus du passé qui tente de se soigner, un présent qui ne comprend pas. Mais la vraie génialité maléfique de Bélos ne réside pas dans sa force brute, elle réside dans son chef-d'œuvre, le contrôle social, le système de Coven. En imposant une marque magique à chaque citoyen, Bélos ne se contente pas de limiter leur puissance, il segmente leur âme. La métaphore parfaite de notre algorithme moderne et de nos cases sociales. Si tu es barde, tu n'as pas le droit à toucher à la potion. Si tu es bâtisseur, la guérison ne te regarde pas. Bélos a transformé un écosystème sauvage où la magie est une expression de la nature en une usine à obéissance. Il a fragmenté la société pour mieux régner. En privant les individus de leur polyvalence, il les a rendus dépendants du système. C'est là que le miroir avec notre monde devient effrayant. Bélos justifie son totalitarisme par un complexe de sauveur. C'est pour votre bien, c'est la volonté du titan. Il utilise la religion et la peur pour masquer une vérité plus simple. Il a besoin que le monde soit ordonné pour ne pas avoir affronté sa monstruosité. Bélos ne combat pas le mal, il combat la différence. Et dans son esprit malade, la seule façon de sauver l'humanité, c'est d'exterminer tout ce qui ne va pas à son image. Amity Blight est le miroir de beaucoup d'entre nous. Elle est le produit fini d'une éducation basée sur la performance pure. Pour sa mère, Odalia, une fille n'est pas une enfant. C'est un investissement qui doit remporter de l'influence, du capital, une image de marque. Chaque mèche de cheveux déplacée est une faute professionnelle. Regardez son langage corporel dans les premiers épisodes, elle est rigide, tendue, ses mains sont souvent crispées, ses cheveux verts, la couleur imposée par sa famille pour qu'elle soit assortie, sont un rappel constant de sa laisse. La magie de l'abomination qu'elle pratique est d'ailleurs la métaphore parfaite de sa vie, une matière malléable, sans volonté propre, que l'on façonne selon ses désirs. La rencontre avec Luz n'est pas une simple romance de dessin animé, c'est un choc culturel et ontologique. Luz a apporté le choc, l'imprévisible et surtout l'acceptation à l'échec. Pour Amity, l'échec est synonyme de rejet parental. Pour Luz, c'est une étape de l'apprentissage. Dans ce chaos, Amity trouve enfin l'oxygène nécessaire pour brûler sa propre cage dorée. La décision de se couper les cheveux et de les teindre en violet est l'un de ses actes de rébellion les plus puissants de l'animation moderne. Elle ne change pas de look, elle change de propriétaire. Elle s'appartient enfin. Ce n'est plus la fille Blight, c'est Amity. Et remarquez comme sa magie change après cela. Ses abominations deviennent plus créatives, plus libres, et elle ne contrôle pas plus de la boule, elle danse avec. Hunter n'est pas un antagoniste, c'est un cadavre en sursis qui essaie désespérément de respirer. Il est la victime ultime d'une maltraitance systémique déguisée en destinée. Son titre, Golden Guard, est une armure lourde, clinquante mais vide.
C'est une prison dorée qui cache un vide abyssal. Celui d'un garçon qui n'a pas d'enfance, pas de nous et bientôt plus de passé. Quand il découvre qu'il est un Grimwalker, ce n'est pas seulement son monde qui s'effondre, c'est sa légitimité même à exister. Comment se construire quand on sait qu'on est la 50e itération d'un homme mort il y a des siècles? Belos n'a pas créé un neveu, il a imprimé une pièce de rechange. Chaque cicatrice sur son visage est un échec de Belos à créer la copie parfaite. Hunter porte littéralement sur sa peau le traumatisme de ses prédécesseurs assassinés. Sa lutte pour se définir à travers l'amitié sincère et maladroite de Willow et le sacrifice déchirant de Flapjack et une leçon magistrale de sa résilience. Hunter nous prouve que nous ne sommes pas obligés d'être la suite logique de nos parents. Il réécrit son code source, il passe du statut de copie conforme à celui d'un individu unique. Son arc nous rappelle que même si nous ne sommes pas nés dans l'ombre d'un monstre, nous avons le droit de chercher le soleil. La scène où il plante ses propres racines littéralement à la marque de l'outil et à la naissance de l'homme. Parlons enfin de Luz Noceda. Derrière son optimisme débordante et ses références à la pop culture se cache une douleur sourde. On oublie trop souvent le moteur initial de son voyage. Depuis le deuil de son père, sa quête de magie n'est pas qu'une envie d'aventure, c'est une fuite en avant. Luz veut être une héroïne de roman. Parce que dans les livres, le héros a le contrôle. Dans la réalité, elle n'a rien pu faire contre la maladie de son père. Dans la saison 3, cet amour de positivité se fissure. Luz sombre dans une dépression profonde, rongée par le complexe du survivant et la culpabilité toxique. Elle se voit comme un poison qui a permis à Belos d'atteindre les îles. C'est ici que The Owl House devient une œuvre de santé publique. La série nous montre que le sacrifice de soi n'est pas toujours héroïque, parfois c'est juste une forme sophistiquée de la haine de soi. Regardez son pâlissement, cet œuf qui refuse d'éclore. Il n'attendait pas un sortilège, il attendait que Luz soit honnête avec elle-même. Il éclot quand elle admet enfin qu'elle ne veut pas être une héroïne choisie par le destin, elle veut juste être comprise. Le combat final de Luz n'est pas contre Belos, c'est contre sa propre conviction qu'elle ne mérite pas d'être là. Elle s'apprend à s'aimer après avoir commis tellement d'erreurs irréparables est une tâche plus dure que de renverser un dictateur. Luz a fini par accepter que sa bizarrerie n'est pas une faille, mais sa force de frappe la plus puissante. La leçon de The Owl House est radicale. La normalité n'est qu'une illusion, une armée utilisée par ceux qui n'ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. La série nous rappelle que notre identité n'est pas un code source figé, mais un chantier dont nous sommes seuls architectes. Alors, restez bizarres, restez indomptables. C'était Nalok, merci de m'avoir suivi dans cette analyse. On pourra se retrouver sur Discord dans le lien dans la description. Et n'oubliez jamais que le plus beau des sortilèges, c'est celui que vous créez pour vous-même.